Merci beaucoup à la Fondation Pierre Fabre, à Béatrice Garrett de nous avoir invités, à Gilles Babinet aussi, par son expertise des pays émergents, de nous avoir recommandé initialement. Donc, on va se présenter. Je m'appelle Arnaud Auger et donc Samir Abdelkrim, qui est le fondateur de Startuprix. Nous, on est d'abord des passionnés de l'innovation dans les pays émergents, parce qu'on est convaincus que le futur de l'innovation est dans les pays émergents. L'innovation a née de contraintes, les pays émergents n'en manquent pas. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé, il y a plus de 3 ans, de partir. Samir a plus de 10 ans aussi d'expérience sur l'Afrique notamment. Moi, j'ai notamment passé près de 2 ans en Inde. Et Samir, du coup, peut-être me dire un mot en plus sur Startuprix. Bonjour à tous. Donc effectivement, Startuprix, c'est à la fois un média sur l'innovation dans les pays émergents, c'est aussi une société de conseil en innovation sur les startups et les innovateurs. Et la vocation de Startuprix, c'est à la fois de donner des coups de projecteur sur ces innovations dont on n'entend pas beaucoup parler en France, de connecter ce qu'on appelle la French Tech avec ces innovateurs des pays émergents en Afrique. Personnellement, je crois que c'est la prochaine slide. Personnellement, j'ai exploré 20 écosystèmes startup en Afrique depuis 2 ans. Arnaud a également couvert pas mal de hubs tech en Asie. Et notre objectif, en fait, c'est de connecter ce qu'on appelle la French Tech avec ces innovateurs et de bâtir des ponts, et aussi de plus en plus de bâtir des ponts entre les zones émergentes elles-mêmes, entre l'Afrique et l'Asie, et prochainement l'Amérique latine, puisqu'on va bientôt se développer notamment au Brésil. Donc voilà, on fait les échanges sud-sud aussi. Donc ça, c'est pas les cartes uniquement des enquêtes terrain qu'on a fait pour l'observatoire, mais c'est tous les endroits qu'on a pu aller explorer depuis 2 ans. D'abord, un premier mot sur la réalité en effet du terrain. Faut comprendre que pour 10 000 habitants, si en France on est à près de 34 médecins, en Inde on est à 7 et au Sénégal un seul. Donc déjà, il y a une pénurie de médecins par habitant. En plus de ça, non seulement il y a moins de médecins, mais en plus les populations sont plus loin d'elles, sont plus loin des ressources médicales. Si près de 3/4 de la population européenne est urbaine, seulement 40% de l'Afrique, elle, l'est, et on est atteint près de la moitié en Asie. Donc on voit qu'il y a un problème infrastructurel d'accès aux soins, peu de médecins et en plus parfois lointains. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'accéder à ces ressources médicales? Donc, on voit qu'en termes d'accès à l'électricité, on est déjà sur des meilleurs chiffres. Le Sénégal, pour donner un exemple, à plus de moitié. L'Inde à près de 80% et évidemment en France à 100%. À chaque fois, on a mis un chiffre européen pour donner une perspective. Et on voit que le taux d'équipement mobile, lui, est par contre excellent. On a plus de 80% de taux d'équipement mobile en Afrique. Certains pays qui dépassent les 100%. Puisqu'on peut avoir plusieurs téléphones. Moi, j'ai 2 téléphones. Il y en a beaucoup en Afrique, avec plusieurs cartes SIM, et une croissance notamment. annuelle de 10%. Voilà, une croissance, voilà. Non seulement c'est des chiffres importants, mais qui sont en très forte croissance. En Asie, on est quasiment à 100%. Et en Europe, voilà, comme on l'a dit, on le dépasse également. Donc, non seulement ils ont accès à du mobile, donc avec des envois d'SMS, et plusieurs startups, notamment Clinica, aussi s'appuient sur ce réseau-là. Mais aussi accès à Internet. Donc, et on voit là aussi une croissance exponentielle avec déjà 30% de l'Afrique connectée à Internet, 14% de croissance. Et vous avez des géants de la tech, Facebook, Google, qui mettent beaucoup d'efforts justement pour connecter les personnes. À la fois d'un point de vue technique, voilà, vous avez des projets pour aider à la couverture, mais aussi d'un point de vue économique. Puisque, par exemple, Mark Zuckerberg s'est rendu compte que près de 83% de la population africaine est couverte en fait en moins en 2G. Et donc c'est plus une question d'accès aussi économique et d'intérêt. Donc on voit que si il y a un problème infrastructurel, la solution, elle peut plus facilement être trouvée par la technologie et par l'accès du coup à l'information, peut-être à la télémédecine, d'où l'importance de la e-santé. Et c'est pour ça que nous on est allés sur le terrain pour voir notamment ces différents entrepreneurs. Voilà, donc on a été mandaté par la Fondation Pierre Fabre sur une sélection d'une petite dizaine d'initiatives qui ont été en fait sélectionnées par le comité d'experts de la Fondation. Et comme expliquait Arnaud, la double contrainte que subissent les populations africaines, elle est d'abord intérieure, le fait qu'il y a
sous-investissement public dans les infrastructures de santé. Selon l'IFRI, il n'y a pas plus de 5 à 6% du PIB des pays africains qui sont consacrés aux dépenses de santé. À ça s'ajoutent les contraintes de mauvaise gestion, de mauvaise gouvernance, de corruption. Quand on fait partie de la upper class à Lagos ou à Abidjan, on peut se faire soigner au même standard qu'ici en France ou à Londres. Et dès qu'on dégringole dans l'échelle sociale, il n'y a plus de filet de sécurité sociale et de santé. Et donc souvent, comme l'État ne joue pas son rôle, ou a arrêté de le jouer, ou n'a pas les moyens d'équiper son territoire en structure de santé, souvent c'est les entrepreneurs, justement grâce au numérique, qui essayent d'apporter des solutions, non pas en se transformant eux-mêmes en médecins, mais en essayant d'apporter des filets de sécurité sanitaire aux populations les plus vulnérables, que ce soit en zone rurale, donc la lutte contre les déserts médicaux, mais aussi dans les zones urbaines où il peut y avoir des zones non loties, où c'est absolument, que ce soit à Ouagadougou, à Yaoundé ou à Abidjan ou à Lagos, qui ne sont absolument pas couverts par des structures de santé, qui n'ont absolument aucun lien avec des structures de santé. Les projets vont parler ensuite pour expliquer qu'est-ce qui a été l'étincelle, le déclic. Mais par exemple, au Cameroun, le projet Gift and Mom, le déclic, ça a été que en fait, le taux de mortalité maternelle au moment de la naissance quasiment augmente chaque année parce qu'il n'y a pas les structures suffisantes. Et du coup, ce sont les entrepreneurs qui, quelque part, vont un peu jouer le rôle de l'État pour apporter des solutions, pour s'engager et innover. Et le fait que justement il y ait si peu d'investissement public dans la santé, cette contrainte génère un devoir d'innovation par la base pour compenser justement ces injustices de santé que subissent ces populations africaines. Et l'autre contrainte aussi, c'est là qui vient de l'extérieur, c'est, je dirais, le tsunami de médicaments de contrefaçon qui inondent les pays africains. Quand j'étais à Dakar avec Adama pour le projet Joko Santé, qu'on allait sur le terrain, dans la semaine où j'étais, il y avait une news qui était tombée. Au port de Dakar, ils avaient saisi 1 ou 2 tonnes de faux médicaments. Et ça, c'est régulièrement, tous les mois, il y a des faux médicaments. Et il n'est pas rare de voir dans les faits divers qu'il y ait par exemple des enfants qui meurent empoisonnés parce qu'ils ont pris des sirops contre la toux et à l'intérieur il y avait de l'antigivre. Donc voilà, c'est le type ça paraît lunaire ici en France d'entendre ça, mais c'est le type de contraintes, de difficultés que sur le terrain, dès qu'on dégringole dans l'échelle sociale, les gens subissent tous les jours. Voilà, du coup, on a pu rencontrer ces équipes. Voilà, je vais juste dire un mot sur Farouk, qui est le fondateur de Mclinica. Moi, je passe aussi beaucoup de temps à San Francisco, en Silicon Valley, puisque beaucoup d'investissements des startups des pays émergents sont là-bas et qu'il y a des fortes diasporas qui vont aussi aider les pays émergents. Donc, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs. Et Farouk, c'est vraiment l'entrepreneur qui m'a, je crois, le plus impressionné que j'ai jamais rencontré. Et voilà, lui, il est canadien. Il a toujours été passionné des enjeux de santé dans les pays émergents. Il a étudié à Harvard dans ce sujet. Et puis, il a eu une idée qui pouvait, après avoir travaillé en plus pour des grands groupes pharmaceutiques sur leurs problématiques de pays émergents, répondre à un besoin business, mais aussi un besoin social. Et du coup, de vraiment apporter une solution impactante, au point qu'aujourd'hui, on parlait du rôle des États. C'est lui, avec sa solution et toutes les données qu'ils ont sur les patients, qui vont conseiller le gouvernement philippin sur son programme de santé, puisque eux, ils savent dire quelles sont les maladies, où est-ce qu'elles sont répertoriées pour les aider. Donc on voit que là, les entrepreneurs prennent le relais de l'État, mais aussi l'aide. On a voulu aussi expliquer quelques différences entre l'Afrique et l'Asie. C'était l'intérêt aussi de cet échange. Et juste donner un exemple en fait, qui est assez frappant. Practo, qui est le leader en Inde des plateformes de réservation médicale, un peu comme Doctolib en France, mais créé 5 ans avant Doctolib. Ils ont levé, rien qu'en 2015, 120 millions de dollars. C'est-à-dire plus que toutes les startups, tous secteurs confondus, en Afrique. Donc c'est là où on voit qu'en effet, les moyens ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres différences, mais après, c'est vrai que d'un point de vue technologique, parfois, les terreaux sont similaires. Alors ça, c'est assez indépendant du secteur de la santé en tant que tel, mais 73 millions, donc ça, c'est VC4 Africa qui a compilé les levées de fonds, donc les levées par des startups, qui est en déclaratif. 73 millions en 1 an en Afrique, c'est ce qui se lève dans la Silicon Valley en un week-end, quoi. Voilà. Donc voilà, du coup, nous, voilà, on a pu aller sur le terrain, repérer les startups notamment que vous allez voir, qui vont se présenter eux-mêmes. Mais voilà, ce qu'on a pu voir, c'est qu'en effet, les besoins sont là. On a pu le voir avec Catel aussi. Que les opportunités, les énergies sont là.
Donc voilà, il y a tout ce qui est réuni pour justement donner la capacité à ces différents projets justement d'émerger, de grandir. Et je pense que c'est toute la vertu de cet observatoire, de les mettre en lumière, de voir aussi comment les initiatives peuvent apprendre l'une de l'autre et s'entraider. Voilà, en fait, cet observatoire, c'est une vitrine des initiatives e-santé des pays émergents. Et nous, comme on le voit aussi, c'est un peu dans une logique un peu de reverse innovation, c'est que ces initiatives du Sud peuvent aussi passer à l'échelle et inspirer les pays du Nord. Sur le projet marocain Medtrucks, par exemple, qui lui s'attaque aux déserts médicaux, pourrait très bien s'étendre, se développer dans la région du Sahel pour ensuite scaler sur tout le continent africain et pourquoi pas nouer des partenariats et partir avec sa solution sur les maladies rénales en Europe, en France et en Europe. Donc c'est aussi un outil pour visibiliser, aider à connecter et aussi inspirer les professionnels de santé basés dans les pays du Nord. Merci beaucoup. Merci.